Bonjour et bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France, votre émission consacrée à l'actualité écologique de la région. Une émission spéciale aujourd'hui avec Raphaël Remande de La Voix du Nord. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler agriculture. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Nous sommes actuellement en pleine récolte de la betterave à sucre dans la région. La belle couleur verte des champs de betteraves commence à être remplacée par les tas de racines avant leur transfert en sucrerie. Et début octobre, des chercheurs ont publié une étude. Ils ont mesuré l'efficacité d'alternatives aux pesticides, notamment l'acétamipride qui n'est plus autorisé. Alors on s'est demandé avec Raphaël comment la culture de la betterave pouvait devenir plus durable et si c'était possible dans les faits. Pour aider les auditeurs à se faire leur propre opinion, nous sommes ravis d'accueillir deux acteurs de la profession. Guillaume Willins de la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves du Nord-Pas-de-Calais, et agriculteur à Nouvelle-Église, près de Gravelines. Bonjour Monsieur Willins. Bonjour Anne. Et Sébastien Lemoine, président du projet d'une coopérative bio de fabrique à sucre. Vous venez de Gouzeaucourt, près de Cambrai. Bonjour. Bonjour Anne. Et merci d'avoir fait la route, tous les deux, pour prendre le temps de partager votre point de vue au service de tous et pour une meilleure information sur le sujet. Mais avant tout, Raphaël, rappelez-nous d'abord ce qu'est la betterave à sucre. Et non, ce n'est pas ces carrés rouges qu'on nous faisait avaler en salade à la cantine quand on était petit. La betterave dont on va parler aujourd'hui est dite sucrière. C'est une grosse racine blanche. Rappelons que le sucre est fabriqué soit avec de la canne à sucre, soit, c'est peut-être plus étonnant pour certains, avec de la betterave. La France est le premier producteur européen de sucre et l'essentiel des betteraves sucrières sont cultivées dans le Nord qui compte plus de 5000 planteurs. On a beaucoup parlé de cette culture cet été avec la loi Duplon qui prévoyait la réintroduction d'un insecticide dit acétamipride qui permet de lutter contre les ravageurs. C'était une demande des betteraviers qui se disent pour beaucoup démunis sans ces produits. Le Conseil constitutionnel a dit non à cause de l'impact environnemental. Mais alors, quelle solution aujourd'hui pour rendre cette culture à la fois viable économiquement et résiliente face aux enjeux environnementaux ? Quel est l'avenir de cette filière emblématique de notre région ? Et alors que nous consommons de plus en plus de sucre, comment manger du sucre durable ? C'est le menu sucré du jour avec nos deux invités. Mais avant de commencer nos échanges, on va écouter Gilbert, un petit agriculteur comme il se présente qu'on a rencontré la semaine dernière à la frontière franco-belge. Il raconte que la culture de la betterave, c'était la poule aux œufs d'or dans les années 80. Avant, tout le monde mettait des betteraves, hein. Tout le monde avait des betteraves. Hein. Moi, j'avais 2 hectares de betteraves. Pour un fermier, c'était la meilleure récolte, hein. Dans les années 80, on va dire. Bon, on est bien servi avec les betteraves. Hein. Ça, maintenant, il y a même des fermiers par ici, ils ont même arrêté la betterave à sucre, hein, parce que c'était plutôt plus rentable. Les petits, à cause de l'évolution des machines et tout, c'est devenu tout des grandes exploitations maintenant. Hein. La sucrerie, elle ne va plus comme avant non plus, hein. Du sucre de canne maintenant, d'étrangers maintenant, il fait mal aussi comme tout partout, ils font mal à l'Europe. Hein. Alors voilà, c'était Gilbert qu'on a rencontré la semaine dernière avec Raphaël Remande. Le son était un petit peu saturé, mais on était ravis d'avoir son témoignage. Monsieur Willins, d'abord, rappelez-nous ce que représente cette culture de la betterave à sucre pour la région et puis comment vous réagissez là, à ce témoignage. Alors, donc merci de me recevoir tout d'abord. La culture de la betterave, c'est une culture emblématique du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il y a encore 3 sucreries. C'est à peu près 55 000 hectares, 4 500 planteurs. Voilà, donc c'est une culture qui est vraiment ancrée et essentielle à voilà, toute l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais qui est riche de toutes ces cultures, parce que la betterave, c'est une culture parmi tant d'autres. Ce qu'il faut rappeler, c'est que donc, techniquement, ça permet d'avoir des rotations intéressantes au niveau d'une ferme, d'une exploitation comme la mienne ou comme celle de Sébastien. Il faut rappeler aussi que... D'ailleurs, vous avez combien d'hectares ? Vous travaillez sur moi, combien d'hectares ? j'ai 80 hectares et je fais du lin, des pommes de terre. Voilà, c'est... Vous êtes polyculture. Voilà, exactement. En Nord-Pas-de-Calais, il y a polyculture élevage et polyculture. Et on a la chance d'avoir justement toutes ces industries pour transformer nos cultures. Donc c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que voilà, nous, avec donc on a 3 sucreries en Nord-Pas-de-Calais, on transforme, on fait bien sûr du sucre, mais on ne fait pas que ça. On fait de l'alcool, de l'éthanol que vous allez retrouver à la pompe,
de la nourriture, du fourrage pour les animaux, c'est assez important, c'est des volumes assez importants. On fait aussi de l'engrais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que grâce à cette production de sucre et d'alcool, cela fait vivre toute l'agro-industrie du Nord-Pas-de-Calais, donc l'industrie locale. Alors, c'est parfois des grandes industries, hein, mais il faut comprendre que voilà, si elles sont là, c'est par cet afflux de matières premières. Et Donc, comment se porte la filière? Comment se passe la culture cette année également? Alors, la filière, donc Gilbert en parlait là, dans les années 80, c'était vraiment une culture phare parce qu'on était sous quota. Donc pourquoi ça a été fait sous quota? Parce que c'était une industrie lourde et donc il fallait que ce soit géré de manière stricte pour maintenir ce tissu industriel. Les décisions européennes ont fait qu'on est sorti de ces quotas, donc il y a eu quand même plusieurs années de flottement, surtout au niveau des prix. Maintenant, l'industrie s'est assez stabilisée, même si on en reparlera, je pense, du Mercosur ou du sucre ukrainien. Ça déstabilise encore un petit peu la culture. Mais voilà, nous, on est une culture industrielle. Il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas de betterave sans sucrerie, il n'y a pas de sucrerie sans betterave. On est vraiment intimement liés. C'est de l'industrie lourde, où il y a beaucoup d'investissements. Mais voilà, nous, on tient à cette culture, même si moi, c'est peut-être pas ma culture principale, mais c'est vraiment l'intérêt d'avoir ces différentes cultures. On divise les risques financiers, les risques techniques. Ça permet aussi d'utiliser moins de phyto, de limiter l'enherbement, les maladies. Donc voilà, il faut toujours rappeler que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a cette richesse de culture et comment dire, qui continue à faire perdurer de nombreuses exploitations, et ça permet d'installer des jeunes. Voilà. Alors cet été, on a beaucoup parlé de cette culture avec la loi du plomb. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer ce qu'est la jaunisse, cette maladie qui touche les betteraves? Alors, la jaunisse, c'est pas une nouvelle maladie, hein, si on reprend la littérature agricole d'il y a un siècle, on trouvait déjà la jaunisse. Donc, c'est pas nouveau. Elle a été un peu oubliée grâce aux néonicotinoïdes pendant une trentaine d'années, entre 90 et 2018. En 2018, il y a eu la loi Pompili qui a interdit les néonicotinoïdes, dont l'acétamipride. Et pour le cas de l'acétamipride, et on pourra parler de la flupyradifurone aussi, c'est bien des raisons politiques et pas techniques. Autant l'imidacloprid et j'ai oublié, et le thiaméthoxam, ça c'était l'Europe qui a interdit son utilisation, mais l'acétamipride, l'ANSES n'a pas mis de réserve encore aujourd'hui, et l'EFSA l'a réautorisé jusqu'en 2033. Donc le virus de la jaunisse, finalement, c'est pas une maladie, c'est vraiment, c'est comme avec les moustiques, c'est les pucerons qui sont porteurs du virus, qui vont piquer la betterave. Oui, c'est pas leur problème, la jaunisse. Mais par contre, ça va inoculer le virus de la jaunisse à la betterave. Alors, selon les années, selon les secteurs, enfin, il n'y a pas beaucoup de règles, malheureusement. Mais on a eu encore cette année des cas de jaunisse, surtout au sud de Paris. Mais c'est surtout 2020 qui a été vraiment terrible. On a eu une attaque forte de pucerons tôt, avec des mauvaises conditions pour les insecticides. Et là, la production française a perdu environ 30% de sa production. Et il y a des collègues qui ont perdu jusqu'à 70% de leur production de betterave. Alors effectivement, l'année 2020, ça a été une année de crise. Depuis voilà, il n'y a pas eu de crise qui s'est renouvelée à ce point-là. Et on peut dire que déjà la campagne 2025 se porte plutôt bien en termes de rendement, je crois. Alors, pour le Nord-Pas-de-Calais, on va faire plutôt une belle récolte. On a fait des SMITO, ça c'est vraiment un gage aussi de rendement et aussi de lutte contre la jaunisse. On va faire une bonne moyenne française, mais malheureusement, ça va aussi cacher des grosses différences entre certainement le nord de la France qui aura plutôt des bons rendements et le sud de la région betteravière, donc c'est nord de la Loire, aussi l'est, où ils ont eu du temps sec et
ouais, des mauvaises conditions. Et donc, il y aura aussi des gens qui seront encore une fois très impactés par la jaunisse cette année. Alors pourquoi est-ce que vous vouliez le retour de l'acétamipride? Parce que, alors vous disiez que c'était une décision politique de l'interdire, néanmoins les médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Le Conseil constitutionnel a dit non en disant que ça avait un impact sur l'environnement. Pourquoi c'était si important pour vos professions? Alors, concernant l'acétamipride, on a beaucoup parlé de la betterave parce qu'effectivement, c'est la plus grande surface. On est 400 000 hectares en France, voilà. Ça reste 1,4% de la surface agricole française. Mais on n'était pas les seuls. On était 16 filières qui étaient demandeurs de cette molécule. Dont on va surtout parler de la noisette, les fruits et les fruits, qui sont parfois vraiment en impasse. Et donc l'acétamipride qui est homologué en Europe, partout en Europe, il n'y a vraiment que la France aujourd'hui qui ne l'utilise pas. J'ai pas trouvé de cas contraire dans le monde de gens qui le demandaient et qui ne l'avaient pas. Donc l'acétamipride aujourd'hui, on va dire que c'est un filet de sécurité. Moi, si cette année j'avais eu l'acétamipride, je ne suis même pas sûr de l'utiliser. Mais ça peut permettre de protéger le rendement et le revenu du betteravier. Merci beaucoup, Monsieur Willens. Alors, on va se tourner vers vous, Sébastien Lemoine, hein, parce que vous présidez la Fabrique à sucre, un projet de coopératif pour fabriquer du sucre bio. Alors, vous, comment imaginez-vous ce nouveau projet, parce qu'il n'est pas encore sorti de terre, et comment allez-vous vous passer de l'acétamipride, justement ? Alors, le projet de la Fabrique à sucre, c'est un projet de 10 ans. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume, il n'y a pas de betterave sans sucrerie. Aujourd'hui, il n'y a pas ou très peu de sucreries qui transforment des betteraves en bio. Dans les Hauts-de-France, il n'y en a pas, si je ne me trompe pas, hein, Guillaume. Donc voilà, il était important pour nous de créer une filière. Et donc, on a commencé à chercher un process. On ne voulait pas d'usine aux dimensions des usines actuelles qui écrasent entre 14 et 22 000 tonnes jour. Nous, c'était vraiment un plus petit outil à l'échelle d'un territoire. Donc, on a travaillé sur un process qui transforme de la betterave en sucre roux, qui est un sucre plutôt complet. Ce n'est pas un sucre blanc, parce que le sucre n'est pas blanc naturellement. Enfin, même si la betterave est blanche, hein, le sucre n'est pas blanc naturellement. Il est plutôt très, très, très foncé. Et donc, alors, comment vous passez d'acétamipride? Est-ce que c'est compliqué? Quelles sont vos solutions? Alors, dans un système bio, en fait, il y a la rotation, comme le disait également Guillaume, la rotation qui est très importante, la présence de biodiversité, mais ça, on n'a pas de biodiversité si on n'a pas de haies, si on n'a pas de plantes compagnes. Oui, la rotation, expliquez peut-être pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'on laisse la terre se reposer, c'est ça? Alors, les rotations, c'est-à-dire qu'on ne met pas la même culture 2 années de suite. En agriculture biologique, je vais prendre l'exemple de la betterave, on ne va pas remettre la betterave sur le même champ, pas avant au minimum 5 ans, voire 7 ans, c'est encore mieux. D'accord ? On essaye de ne pas avoir des champs très grands, 5-6 hectares maximum, parce que plus les champs sont grands, plus les pucerons sont attirés. On travaille aussi avec des plantes compagnes, c'est-à-dire qu'on peut mettre de l'orge, de l'avoine ou même des févroles entre les rangs de betteraves et ça dupe complètement les pucerons. Et on n'a pas ou peu, parce qu'on a quand même un peu de jaunisse, mais ça fait partie des solutions. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de la manière dont on fonctionne en agriculture biologique. On nourrit les sols qui nourrissent la plante. En système conventionnel, on va amener de l'engrais pour nourrir la plante. Et en fait, en système biologique, le sol va libérer petit à petit de l'azote et la betterave ne va jamais se retrouver en excès d'azote. Et c'est parfois cet excès d'azote qui est transformé en protéines, qui attire le puceron. Mais est-ce que vos solutions seraient adaptées sur des plus grandes cultures? Oui, complètement. En Belgique, l'utilisation d'avoine ou d'orge entre les rangs de betteraves, ils le font également en conventionnel. C'est plus compliqué, mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Alors, le projet de la Fabrique à sucre, c'est quand même un projet de 15 millions d'euros. Il vous manque encore 6 millions d'euros. Oui. Et vous espérez, vous avez beaucoup d'attentes auprès des banques et notamment des mutuelles qui sont venues vous voir il y a une quinzaine de jours. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque les investisseurs, à votre avis? C'est un sucre nouveau. Le sucre brut de betterave n'existe pas sur le marché.
avec un process nouveau, même si on a des ingénieurs en biochimie derrière qui sont très compétents et qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres domaines, voilà, ça peut parfois faire un peu peur aux banques. On a une gouvernance qui est partagée aussi, même si on est une COP, on est une SAS COP sous forme SKIC, c'est-à-dire que dans notre coopérative, il y a les producteurs, les acheteurs peuvent faire partie de la gouvernance, les consommateurs, les salariés. Voilà, donc c'est une succession de choses entre le process qui est nouveau, enfin qui est breveté et qui est nouveau, qui fonctionne parce qu'on l'a essayé quand même, la culture bio, le sucre innovant, la gouvernance, tout ça fait un peu peur. Il faut parfois pousser les murs et bousculer les frontières. Comme une planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Raphaël Remande. Nous nous intéressons toujours à la culture de la betterave à sucre dans les Hauts-de-France avec nos deux invités, Sébastien Lemoine, président du projet de la coopérative bio de fabrique à sucre, et Guillaume Willens de la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves du Nord-Pas-de-Calais, qui représente plus de 1500 planteurs. Raphaël, alors on s'est intéressé à la situation aujourd'hui de la culture de la betterave conventionnelle dans la région, à ce projet de fabrique de sucre bio. Mais où en est la recherche aujourd'hui ? Oui, la recherche peut-elle aider la culture de betterave ? Donc la réponse, c'est oui. L'ITB, l'Institut technique de la betterave, accompagne les betteraviers depuis des décennies. Donc c'est un institut financé par les agriculteurs. Et depuis 2020, un collectif de chercheurs a lancé un programme pour évaluer l'efficacité d'alternatives à l'acétamipride. C'est à l'initiative du ministère de l'Agriculture. Alors, existe-t-il des solutions ? Oui, on peut peut-être en lister quelques-unes. Oui, Anne. tout à fait. Alors, ils ont fait un point d'étape le 5 octobre dernier dans un article qu'on peut retrouver en libre accès sur Internet. Ils ont fait un point d'étape sur l'avancée de ce programme baptisé le Programme national de recherche et d'innovation, doté de 7 millions d'euros et qui va courir jusqu'en 2027. Alors, des exemples... c'est ce que vous disiez, Monsieur Lemoine. D'abord, la présence de certaines espèces végétales qui détournent les pucerons des parcelles de betteraves ou qui les attirent vers l'extérieur, l'apport d'insectes prédateurs de pucerons, la présence de plantes dites compagnes entre les rangs de betteraves. Mais globalement, ce qu'ils disent, c'est que toutes ces solutions alternatives en prévention, qui agissent tant sur les insectes que sur la plante en elle-même, pour ces chercheurs, ils disent qu'il n'y a pas d'alternative aux néonicotinoïdes aussi efficace lorsqu'elle est appliquée seule, mais un ensemble d'alternatives à combiner pour une efficacité maximale de l'ordre de 70% sur les pucerons et de 50% sur la maladie. Monsieur Willens, vous avez pris connaissance de ce résultat des chercheurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que déjà les agriculteurs conventionnels mettent en place ce genre d'alternatives dans leurs champs ? Alors, il faut rappeler ce qu'on appelle le PNRI. Donc c'est quelque chose d'innovant qui a été mis en place en 2020 sous Julien de Normandie. Et donc c'est bien un partenariat public-privé avec l'ITB, l'État, qui finance un programme de recherche. Donc on a ouvert les portes à toutes les solutions techniques innovantes qu'on a trouvées. C'est un peu exceptionnel pour la filière. Oui, voilà, et c'est un peu un précédent, et je pense que ça va se rééditer dans d'autres filières ou dans d'autres cas. Donc au début, il y avait 25 alternatives. Donc ça passait des insectes, des odeurs, des plantes compagnes, aussi des systèmes assurantiels. Voilà, il y a eu un large panel. Bon, là maintenant, on est passé au PNRI 2, PNRI C. Donc c'est la deuxième étape. Là, il reste 4 systèmes ou alternatives qui sont... Ça vous aide ? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ces alternatives ? Est-ce que c'est vraiment des bons indicateurs pour vous ? Alors, ça permet de faire réfléchir, mais il y a un conseil de surveillance qui, lorsqu'il y avait des néonicotinoïdes en dérogation, qui donnait le feu vert ou pas aux néonicotinoïdes, il est toujours là. Et pour l'instant, on n'a pas d'alternative différente que d'insecticides pulvérisés. Vous voulez dire que toutes ces solutions combinées, c'est quand même pas suffisant ? Disons que la jaunisse, c'est quand même quelque chose... De toute façon, si on a un exemple plus commun, ça va être ce qui se passe avec le chikungunya ou la dengue en France. Et il suffit qu'il y ait, pour un champ de betterave, un 0,5%
de pucerons qui sont affectés pour détruire un champ. Donc c'est quand même, si, entre guillemets, si ça veut mal se passer, ça peut vraiment détruire un champ complet. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est de continuer à travailler sur les leviers. Donc ce qu'on va surtout retrouver, c'est plans de campagne et rotation. Semi-tôt aussi, on parle de semi-tôt, mais à aujourd'hui, une solution ferme et définitive comme les néonicotinoïdes, aussi efficace que les néonicotinoïdes, on n'a pas. Je voulais aussi rappeler que la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas sur le profil toxicologique qui sont statués, mais c'est bien sur la dérogation en temps qui n'était pas satisfaisante. Les néonicotinoïdes en dérogation en 2020 ont été autorisés sur un laps de temps de 120 jours. La loi n'a peut-être pas été assez bien faite, voilà. Mais c'est pas sur le profil toxicologique. On a d'ailleurs réaugmenté certains seuils d'importation de miel, donc des résidus d'acétamipride dans du miel. Normalement, si on entend certains détracteurs de l'acétamipride, les abeilles ne peuvent pas survivre. Mais là, étonnamment, on arrive à trouver des résidus d'acétamipride dans le miel. Donc voilà. Et donc le deuxième problème, c'est la rémunération du sucre et de la betterave. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers de prendre le risque d'avoir un gros dégât de rendement. Alors effectivement, cet aspect de rendement, on va l'évoquer, mais je voulais me tourner vers vous, monsieur Sébastien Lemoine. Aujourd'hui, ces chercheurs qui travaillent sur des solutions, vous commencez à les tester en vue de ce projet de fabrique à sucre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il faut pas travailler sur les effets, mais il faut travailler sur la cause. C'est plus important. C'est comme les climato-sceptiques en disant... sur la prévention, en fait. Ouais, on s'en fout, on trouvera des solutions. C'est faux. Enfin, il faut travailler sur la cause et en amont. Et je pense qu'il se pense la même chose sur la jaunisse de la betterave. Il y a des moyens, enfin, il y a l'ITB, effectivement, à la betterave. Je pense qu'on peut travailler ensemble, parce que l'agriculture biologique, c'est pas l'agriculture d'hier, c'est vraiment l'agriculture de demain, et on a des moyens. On travaille beaucoup sur la prévention contre les maladies, contre les insectes. On a des choses qui fonctionnent. Je pense qu'on travaille pas assez main dans la main. Et c'est adapté aux grandes cultures pour vous ? Oui, complètement. Écoutez, on a autant les fermes bio, il y a 15 ou 20 ans, c'était des petites exploitations. Maintenant, on a quand même des exploitations de 200-300 hectares en bio et qui s'en sortent très bien. Et aujourd'hui, on a 2 exploitations qui font de la betterave, comme la sucrerie n'est pas en route. Tout le monde ne fait pas de la betterave, mais on a quand même des surfaces pour de la R&D pour transformer en sirop. On a une parcelle qui est dans le sud de l'Aisne qui fait 70 hectares et une parcelle qui est dans le nord du côté d'Étaples qui fait 100 tonnes. Donc 100 tonnes, c'est-à-dire 100 tonnes à l'hectare. 70 tonnes dans le sud de l'Aisne et 100 tonnes au nord du Nord. À l'hectare. Et là, ça explose les rendements. C'est des bons rendements. Ouais. C'est vraiment des très bons... On arrive sur une année exceptionnelle, même en bio, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc, on peut arriver à cultiver de la betterave au même titre que d'autres cultures avec des moyens plus respectueux de l'environnement. Et alors, il y a un autre défi dont on a encore peu parlé, puisqu'on a beaucoup parlé de maladies, c'est le changement climatique. Est-ce que tous les deux, vous pouvez dire en quelques mots quels sont les gros défis pour la betterave ? C'est surtout le manque d'eau qui peut impacter les rendements, si j'ai bien compris. Il y a le manque d'eau, c'est une chose, parce que même si la betterave est assez résiliente face à la sécheresse, le fait d'avoir un manque d'eau permanent durant toute sa croissance, ça peut pénaliser le rendement. Je vais aussi parler entre guillemets, du manque de gel. Parce que ça, le gel, ça permettait quand même de limiter les insectes ravageurs, les limaces, les pucerons. Et ça, ce manque de gel récurrent, ça ne fait qu'accentuer les ravageurs et les réservoirs viraux. Et ça, c'est vraiment un sujet. Et alors, vous disiez quelque chose de très intéressant sur les prix, puisqu'on voit bien que changement climatique, fin des néonicotinoïdes, c'est beaucoup d'enjeux. Alors, on va écouter Fabienne Maupas, qui est directrice du département technique et scientifique à l'ITB. Et elle parle justement de la question des rendements. Elle est au micro de Sarah Binet de La Voix du Nord. Dans les années 80, on va dire qu'on faisait 50 tonnes à l'hectare de betterave. Depuis 2010, on a dépassé les 80 tonnes. Ça a tendance à stagner depuis 10-15 ans. Donc on est assez vigilant là-dessus. Il y a toujours un compromis à gérer pour les sélectionneurs quand on leur demande de développer des variétés plus résistantes à des bioagresseurs.
c'est un coût sur le rendement. Et c'est vrai que l'émergence de bioagresseurs de plus en plus préoccupants fait que les sélectionneurs se concentrent forcément beaucoup là-dessus. C'est un coût sur le rendement, ça. Il y a peut-être un peu d'effet du changement climatique quand même, hein, parce que même si la betterave est très résiliente, malgré tout, les années sèches, on voit bien que la productivité est amoindrie quand même. Alors Fabienne Maupas, effectivement, elle nous explique le réchauffement climatique, la recherche sur les nouvelles semences pour rendre les plantes plus résilientes, et puis effectivement toutes ces crises liées à ces envahissements, à l'invasion des pucerons, ça a un impact sur le rendement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de produire de la betterave ? Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Concernant le prix de revient de la betterave, enfin voilà, c'est assez simple, nous, en tant qu'agriculteurs. On a un rendement et un prix. Et donc, avec ça, on doit gagner notre croûte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le prix, c'est assez compliqué de jouer dessus. Avant, on était, je vous disais, sous quota, c'est quand même assez rassurant pour les agriculteurs. Mais maintenant, on est lié au marché européen, au marché mondial, avec... on parle du Mercosur, on parle d'Ukraine qui fait rentrer aussi du sucre à droit réduit largement en France. Donc ça c'est au niveau prix. Et au niveau rendement, on a augmenté les rendements, hein, ce que disait Fabienne. On a augmenté jusqu'en 2019. Là, depuis 2019, on a perdu à peu près 10% de potentiel de rendement. Ouais, mais c'est des rendements qui sont quand même déjà très très bons par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers une course à l'échalote à toujours plus de rendement, ou ce rendement qui équivaut à celui de 2009 peut être suffisant quand même pour vivre ? Sauf que alors on pourrait revenir à des prix de 2019, mais il faudrait effacer l'inflation depuis ce temps-là. Et en agriculture, je pense que Sébastien peut le dire aussi, on a eu une explosion de tous les coûts, le machinisme, les engrais, les phytos, le personnel, les assurances. Voilà, on a subi en agriculture les mêmes inflations que tout à chacun. Et donc, revenir à des prix de betteraves et à des rendements de betteraves de 2019, il faut revenir à des coûts de 2019. Et je pense que personne ici autour de la table pourrait se satisfaire d'un revenu qu'on avait en 2019. Alors, Monsieur Lohmann, qu'est-ce que vous en dites ? Parce que vous dites que peut-être il faut augmenter les prix, faire le deuil d'un ancien système. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la betterave aux producteurs, je parle en conventionnel, n'est pas payée assez cher, clairement. Et il y a des pays, je pense à la Pologne, où les producteurs sont en train d'arrêter les uns après les autres. En Belgique, où la betterave est payée aussi moins cher qu'en France, ils commencent à se dire, ils veulent arrêter la betterave. Et il est important... même si on est sujet à un marché mondial, d'augmenter le prix de la betterave pour que les agriculteurs puissent gagner leur vie sans aller à la course au rendement, comme vous le disiez tout à l'heure, quoi. Il ne nous reste plus que 1 minute 30. Je voudrais qu'on revienne aux consommateurs et donc à l'auditeur Guillaume Willens et Sébastien Lemoine. Aujourd'hui, quel message a passé auprès des consommateurs pour soutenir la filière ? Alors pour la filière bio et des consommateurs bio, on a quand même un sucre ça reste du sucre, hein, qu'il faut pas en abuser, mais on a eu notre rendu la semaine dernière, on est classé en Planet Score A, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle pour nous. On a un sucre qui ne contient pas 99,9% de saccharose, mais un peu de glucose, un peu de fructose, des vitamines et des minéraux. Donc voilà, et c'est un sucre qui ramène une économie locale au niveau d'un territoire, parce qu'on embauche beaucoup de personnes pour désherber les champs, et voilà, c'est ça aussi qui est important. Il y a l'aspect nutrition, mais il y a l'aspect social derrière. Alors, Monsieur Willens, justement, on importe 20% de sucre de canne, alors qu'on aurait les moyens de produire le sucre localement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est en déficit européen récurrent depuis plusieurs années, alors qu'on a tous les outils et la connaissance... Voilà, au niveau local. Donc, le seul message que j'ai à passer aux consommateurs, c'est acheter français, c'est tout. Acheter français. C'est aussi simple que ça.
C'est la fin de votre magazine Commune Planète Hauts-de-France. Un grand merci à Guillaume Willens de la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves du Nord-Pas-de-Calais, et Sébastien Lemoine qui pilote le projet de la coopérative bio de fabrique à sucre. Merci à Mathieu Dubois à la réalisation et à Raphaël Remande, journaliste à La Voix du Nord. Et merci en tout cas de nous avoir partagé votre avis sur l'avenir de la culture de la betterave à sucre dans la région. Et on voit bien que la pratique est en train d'évoluer sous le coup de la recherche, de la pression politique, mais aussi du changement climatique. Une évolution donc à suivre. Cette émission est à retrouver en podcast dès maintenant sur rcf.fr, sur YouTube et dans les pages de La Voix du Nord. Merci à vous.